Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Franchement, on lit tous constamment des tonnes d'articles avec des astuces éparpillées un peu partout sur le sommeil, la nutrition, le sport. Mais au final, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle? L'idée aujourd'hui, dans ce décryptage, c'est de transformer toutes ces infos fragmentées en un vrai guide chronologique, un plan d'action hyper dynamique pour optimiser chaque moment de notre journée. En gros, un mode d'emploi pour aligner parfaitement notre mode de vie avec notre biologie. Au programme, on commence par l'horloge biologique, puis on détaillera les étapes clés du matin, la gestion de l'énergie en pleine journée, les rituels indispensables du soir, et pour finir, la création de l'environnement de sommeil idéal. Première partie, l'horloge biologique, le fondement même de notre repos. Alors, avant de vouloir tout changer, il faut d'abord comprendre notre propre mécanique interne. Notre corps ne fait pas les choses au hasard, loin de là. Le fameux rythme circadien en est la preuve absolue. En fait, quand on respecte ce cycle naturel du jour et de la nuit, notre organisme sécrète les bonnes hormones, pile au bon moment. On a le cortisol pour déclencher le réveil et nous donner un vrai coup de fouet le matin, et la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui vient préparer le corps au repos dès que la lumière commence à baisser le soir. C'est quand même super bien fait, non? Et les données cliniques sont extrêmement claires là-dessus. Pour nous les adultes, il faut compter entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. C'est vraiment la base de référence. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est ce concept de dette de sommeil, qui s'accumule de façon pernicieuse. Si le corps réclame 8 heures et qu'on ne lui en donne que 6, bim, on vient de créer une dette de 2 heures. Et le truc, c'est que le corps, lui, n'oublie jamais cette ardoise. 25%, c'est littéralement la chute brutale de notre capacité de concentration quand on dort moins de 6 heures. Nos sources soulignent même que le temps de réaction ralentit de moitié. 50% de réactivité en moins, c'est un tribut cognitif énorme. Ça explique parfaitement pourquoi, après une petite nuit, la moindre tâche banale nous semble complètement insurmontable. Le cerveau tourne au ralenti, c'est exactement comme essayer de faire tourner un ordinateur de pointe, mais avec une batterie à 5%. Ça coince inévitablement. Deuxième partie, les étapes du matin, ou comme ont bien démarré la machine. Avançons un peu sur notre frise chronologique pour entrer dans la phase active. Comment on signale concrètement au corps qu'il est temps de s'y mettre? Eh bien, il y a des actions super précises à intégrer dès le saut du lit. D'abord, la lumière naturelle. C'est le signal de départ absolu pour le cerveau, ça stoppe net la production de mélatonine. Ensuite, une petite douche tiède ou fraîche pour relancer la circulation. Côté assiette, on mise sur un petit déjeuner complet qui associe protéines et glucides complexes pour bien stabiliser la glycémie. Et enfin, un peu de mouvement pour réveiller les muscles. Voilà le combo gagnant pour lancer sa journée. D'ailleurs, on se pose souvent la question, la douche, c'est plutôt le matin ou le soir? La science apporte une réponse très claire. La douche matinale, c'est un outil hyper puissant. L'eau, surtout si on la choisit un peu fraîche, va créer un léger choc thermique qui stimule le système nerveux à fond et booste la vigilance. Le soir, par contre, la douche a un rôle thermique complètement différent. Elle aide le corps à relâcher la tension des muscles et à faire baisser la température interne, juste ce qu'il faut pour appeler le sommeil. Et pour le sport, on suit exactement la même logique. Les mouvements très intenses, ceux qui demandent de gainer à fond, comme le fameux exercice du 100 en Pilates ou les Mountain Climbers, ça fait exploser le rythme cardiaque. Donc, à réserver impérativement pour le matin, pour augmenter notre endurance pour toute la journée. Le soir, on change radicalement de stratégie, on cherche le relâchement total. Des postures de yoga super douces, comme la posture de l'enfant, ou juste quelques étirements de la nuque. Le but, c'est de dire au système nerveux que c'est l'heure de se calmer. Troisième partie, l'énergie en journée, pour maintenir son élan. Nous voilà maintenant en plein milieu de la journée. Il faut savoir que l'énergie, ça ondule, ce n'est jamais une ligne droite. Après notre super pic de cortisol du matin, le corps traverse un creux inévitable, en général entre 13h et 15h. C'est normal, c'est programmé biologiquement, on n'y peut rien. Mais attention à ce repère crucial, 15h, c'est l'arrêt strict de la caféine. Si on continue à boire du café après cette heure-là, on s'assure qu'il en restera dans le sang au moment d'aller dormir, et ça détruit les cycles de sommeil profond. Du coup, la meilleure arme contre ce gros coup de barre de l'après-midi, c'est la fameuse micro-sieste. 20 minutes, pas une de plus. Les études le confirment très bien. Un petit somme dans cette fenêtre de 13 à 15 heures, ça restaure nos capacités cognitives sans pour autant ruiner la nuit qui arrive. Mais attention, si on dépasse ce seuil des 20 minutes, on plonge direct dans le sommeil profond. Et là, au réveil, c'est le brouillard absolu, on se sent lourd et confus. Donc un conseil, mettez une alarme. Et comment on gère si la nuit a été un peu trop courte? Déjà, rappelons que notre cerveau est fait à 75% d'eau, la moindre déshydratation et c'est l'épuisement garanti. Donc on boit de l'eau, constamment. Autre astuce en or, instaurer des pauses actives toutes les 2 heures. C'est vital. On se lève, on fait quelques pas, on prend de grandes inspirations profondes, ça permet de réoxygéner le cerveau. Les jours difficiles, c'est littéralement une question de survie mentale. Quatrième partie, les rituels du soir, où l'art te préparait le repos.
On entre maintenant dans la zone de transition la plus délicate. L'enjeu change du tout au tout. On passe de la performance à la récupération. Mais comment apaiser efficacement notre système nerveux ? C'est la question fondamentale. S'endormir, ce n'est pas un interrupteur sur lequel on appuie et hop, on s'éteint. C'est un processus actif, une vraie préparation. Il faut absolument envoyer des signaux très clairs à notre corps pour lui signifier que la journée de travail est terminée et que le processus de régénération peut enfin commencer. Du coup, on met en place des rituels précis à adopter impérativement 60 à 90 minutes avant d'aller au lit. Étape 1, on baisse les lumières dès 21h pour chouchouter notre production naturelle de mélatonine. Étape 2, coupure totale des écrans pour éliminer les perturbations. Et enfin, on passe en mode analogique et apaisant, un bon livre en papier ou quelques étirements super légers. Le vrai secret ici, c'est la prévisibilité. Le cerveau adore savoir ce qu'il attend. Ce qu'on met dans l'assiette, le soir, joue aussi un rôle dingue. Nos sources recommandent de dîner idéalement 2 à 3 heures avant de dormir, avec un repas très léger. Pourquoi ? Tout simplement parce que la digestion demande une énergie colossale et fait monter la température du corps, ce qu'on veut à tout prix éviter. On privilégie les glucides complexes et les protéines légères comme la volaille, qui contiennent du tryptophane, un super allié de la mélatonine, et pour finir, quelques amandes pour le magnésium, c'est parfait pour relâcher les muscles. Par contre, il faut qu'on parle de ce grand obstacle moderne. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Nos écrans de téléphone et de télé émettent une lumière bleue que notre cerveau prend littéralement pour le soleil en plein midi. Regarder un écran après 21h, ça crée une énorme confusion hormonale. Le cerveau bloque la mélatonine en se disant qu'il fait grand jour. C'est un sabotage en règle de notre sommeil réparateur. 5e et dernière partie, l'environnement de sommeil, le sanctuaire du repos. Le corps est prêt. Il faut maintenant finaliser notre sanctuaire. La chambre à coucher, ça ne doit servir qu'au repos, et les règles physiques y sont très strictes. D'abord, le thermostat. Il doit impérativement se situer entre 16 et 19 degrés. Notre corps a besoin de se refroidir pour trouver le sommeil. Ensuite, le noir absolu avec de bons rideaux occultants et un silence préservé. S'il y a trop de bruit dehors, un petit bruit blanc peut vraiment masquer tout ça. Et la règle d'or, bien sûr, on bannit tout appareil électronique de cette pièce. 0 écran. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de toute cette organisation quotidienne, ce serait celle-ci, la constance. Se lever et se coucher à la même heure, tous les jours, oui, même le week-end. C'est parfois difficile, on le sait, mais cette régularité inébranlable, c'est ce qui conditionne notre horloge biologique. C'est ça qui permet au corps d'anticiper le repos. Résultat, l'endormissement est ultra rapide et le réveil se fait tout seul, sans effort. C'est la véritable ancre d'une énergie au top. D'ailleurs, nos sources citent cette phrase qui résume parfaitement l'enjeu. Le sommeil réparateur représente bien plus qu'une simple période de repos, c'est un processus biologique complexe. Protéger cette fameuse routine de 24 heures, de la lumière du matin jusqu'à la fraîcheur de la chambre le soir, c'est protéger un mécanisme vital. C'est le moment exact où nos cellules se renouvellent, où nos muscles récupèrent de la journée et où notre système immunitaire se renforce. Pour conclure cette explication, petite réflexion. Notre biologie est une mécanique d'une précision absolument hallucinante. Mais si on observe nos propres habitudes sur les dernières 24 heures, c'était quoi le grain de sable dans l'engrenage ? Est-ce que c'était le scroll infini sur l'écran à 22h, ce petit café puis un peu trop tard, ou l'absence de lumière naturelle en se levant ce matin ? Alors quelle est l'habitude qui dérègle notre propre horloge interne en ce moment ? C'est à nous de l'identifier et de réajuster le tir.